بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، إذاعة تطاوين تقدم إذاعة البكالوريا. إذاعة البكالوريا اليوم مادة التصرف مع الأستاذ بشير الصغير. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Tataouine. Bienvenue à la séance Radio Baccalauréat consacrée aujourd'hui à la matière de gestion adressée aux élèves de la 4e année économie et gestion. La séance dernière, on a fini l'étude de la gestion de production. Notamment, on a vu ici le calcul de coûts par les deux méthodes, c'est-à-dire le coût complet et le coût partiel. On a vu aussi le choix de quantité à fabriquer, c'est-à-dire la quantité optimale, le calcul des écarts, bien sûr avec l'interprétation des écarts, et les lots économiques. Aujourd'hui, on va entamer le 4e chapitre du programme. C'est le chapitre de la gestion commerciale. On a vu en 3e année la fonction commerciale. On a vu que cette fonction a pour rôle principal de vendre le produit de l'entreprise sur le marché. Cette fonction de vente, normalement, c'est une fonction principale dans l'activité de l'entreprise. Car, quelle que soit l'activité de l'entreprise, l'entreprise doit vendre pour survivre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas vente, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de bénéfice. Donc, c'est comme on n'a rien fait. On a vu aussi que l'objectif, ici, on a dit, s'il n'y a pas vente, il n'y a pas de réalisation de bénéfice. C'est l'objectif, bien sûr, principal de toute entreprise. C'est pour cela que toujours une bonne gestion de l'entreprise passe certainement par une bonne gestion commerciale. On vit actuellement dans un marché concurrentiel, c'est-à-dire la concurrence devient très forte sur le marché. C'est pourquoi qu'il faut bien étudier le marché, c'est-à-dire il faut bien l'étudier pour connaître les besoins du client et afin de proposer des biens et services adaptés à la demande. Pour ce chapitre-là, c'est-à-dire la gestion commerciale, on va le répartir comme dans notre programme en 3 grandes sections. La première section sera consacrée à l'étude de marché. Deuxièmement, la provocation de vente. Et troisièmement, l'exécution et suivi de vente. On va commencer par la première section, c'est qui est l'étude de marché. Ici, la question, pourquoi on fait l'étude de marché? C'est quoi l'étude de marché? Quel est son objectif? On va commencer par la définition de c'est quoi l'étude de marché. Étudier un marché, c'est collecter et analyser les données liées au marché pour mieux comprendre et connaître les besoins des consommateurs. On va connaître aussi les concurrents et l'environnement du marché d'une façon générale. Donc, l'étude de marché est très nécessaire et primordiale pour toute entreprise pour connaître normalement les menaces, c'est-à-dire les contraintes liées au marché. Si on dit contraintes, c'est-à-dire les obstacles par exemple. C'est-à-dire sur le marché, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a de lois, il y a de règlements à respecter, il y a aussi de concurrents, etc., etc. Comme on a dit au début, on a dit il faut connaître les contraintes, mais aussi il faut connaître aussi les opportunités, c'est-à-dire les occasions disponibles sur le marché. On a vu parmi les qualités de gestionnaire, le gestionnaire doit être opportuniste, c'est-à-dire qu'il sait exploiter les occasions au bon moment, c'est-à-dire au temps opportun. Par exemple, on va donner ici des exemples pour les opportunités de marché. Par exemple, il faut connaître s'il y a des avantages fiscaux, par exemple, exonération d'impôts pour certaines activités, au début surtout, c'est-à-dire l'entreprise, exonérée de l'impôt, c'est-à-dire l'entreprise ne paye pas d'impôts au cours de première année d'activité. Il y a aussi, par exemple, on peut trouver des encouragements, des incitations aux investissements qu'on peut bénéficier aussi, sous forme de primes, de prêts, etc., etc.
Pour réussir sur le marché, l'entreprise doit étudier plusieurs domaines liés bien sûr à l'étude au marché. Bon, à savoir, on va voir l'étude de l'environnement, l'étude de consommateurs, l'étude de la concurrence et aussi on va étudier les autres intervenants, c'est-à-dire les agents économiques qui peuvent intervenir sur le marché comme l'État, les distributeurs, etc., etc. On va commencer par l'étude de l'environnement. Vous savez que si on dit environnement, l'environnement est constitué de tous les éléments qui peuvent influencer l'activité de l'entreprise. Tout élément qui peut affecter, qui peut influencer l'activité de l'entreprise, ça fait partie de l'environnement. C'est pourquoi on a dit ici, il faut bien étudier l'environnement des marchés. Bon, on peut donner des exemples. Bon, pour l'environnement, on distingue, par exemple, il y a l'environnement juridique. Si on dit juridique, c'est-à-dire tous les lois, tous les règlements qui doivent être respectés par l'entreprise. S'il y a par exemple des lois ou de règlements qui interdisent l'utilisation de certaines matières premières qui affectent par exemple l'environnement ou la santé des consommateurs, dans ces cas, il faut le respecter. Aussi, parfois, l'État peut fixer pour certains produits le prix. La même chose ici, on va appliquer le prix, etc., etc. Il y a l'environnement juridique, il y a aussi l'environnement économique. C'est-à-dire, il faut étudier ici le niveau de développement même du pays, le pouvoir d'achat des consommateurs, le niveau des salaires, etc. Il y a aussi l'environnement socio-culturel, c'est-à-dire tout ce qui est tradition, habitude de consommateurs, habitude commerciale, etc. Et finalement, l'environnement technologique. Bien sûr, l'entreprise ici, toujours, elle doit essayer d'être à jour, point de vue technologique, c'est-à-dire pour s'adapter aux changements très rapides, point de vue technologique. Toujours dans le domaine de l'étude de marché, on va passer maintenant au deuxième élément, qui est l'étude de la concurrence. C'est-à-dire, si on va étudier la concurrence, il faut connaître les concurrents en termes de nombre, de stratégie de travail, c'est-à-dire comment ils travaillent les concurrents, leur prix, etc., etc. Il faut aussi, ici au niveau de la concurrence, il faut aussi connaître la place ou la position de l'entreprise sur le marché par rapport à ses concurrents. Pour savoir la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché, on peut déterminer les indicateurs. Vous avez vu, même en troisième année, l'année dernière, au niveau des chapitres, la fonction commerciale. Le premier indicateur, c'est la part de marché. La part de marché à quoi est égale, c'est vente de l'entreprise sur vente du secteur. Je répète, vente de l'entreprise sur vente du secteur. Si on dit vente, c'est-à-dire les ventes peuvent être exprimées soit en valeur, c'est-à-dire on parle ici de chiffre d'affaires, ou en quantité. Mais, une petite remarque ici, il est plus intéressant, c'est-à-dire il vaut mieux utiliser les ventes en quantité, car cela peut éviter l'effet de variation de prix, c'est-à-dire l'effet de l'inflation. Si on va trouver une part, ça sera plus significatif que lorsqu'on le calcule en utilisant le chiffre d'affaires. Le deuxième indicateur, c'est le taux de variation de chiffre d'affaires. À quoi est égal ce taux de variation de chiffre d'affaires? C'est les ventes de l'année N moins les ventes de l'année N-1 divisé par les ventes de N-1. Comme vous le connaissez dans d'autres matières, par exemple, vous utilisez situation finale moins situation initiale sur situation initiale. Pour ce taux-là, c'est-à-dire le taux de croissance, il mesure la capacité de l'entreprise à améliorer ses ventes d'une année à une autre. Si je trouve, par exemple, deux taux de croissance successifs, c'est-à-dire pour plusieurs années qui sont positifs, cela veut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise
augmente d'une année à une autre. Et on va voir par la suite, on va prendre des exemples chiffrés. Bon, pour ces deux indicateurs, c'est-à-dire la part de marché qu'on a dit, il est égal à vente de l'entreprise sur vente du secteur, et le taux de variation de chiffre d'affaires, vente de l'année N moins vente de l'année N-1, divisé par le vente de l'année N-1, vous pouvez utiliser même le chiffre d'affaires ici, chiffre d'affaires N moins chiffre d'affaires N-1, divisé par chiffre d'affaires N-1, c'est-à-dire on a dit pour voir l'évolution des chiffres d'affaires par rapport à l'année précédente. Est-ce que c'est-à-dire les chiffres d'affaires a augmenté ou a diminué par rapport à l'année dernière? Bon, pour ces deux indicateurs, ils doivent être normalement commentés ensemble. C'est ainsi que si je trouve une croissance positive de vente, c'est-à-dire je trouve des taux de croissance positifs, les ventes, c'est-à-dire ils augmentent, accompagné d'une augmentation de part de marché, c'est-à-dire la part de marché aussi a augmenté, augmentation de vente avec l'augmentation de part de marché, cela implique que les ventes de l'entreprise augmentent plus vite que celle du concurrent, c'est-à-dire augmente plus proportionnelle que celle des concurrents, c'est-à-dire les ventes de l'entreprise, l'augmentation de ventes de l'entreprise est plus importante que celle de concurrents. Un deuxième cas ici qu'on peut le trouver, s'il y a croissance de vente positive aussi, c'est-à-dire il y a augmentation de vente, accompagnée d'une diminution de la part de marché. Dans ces cas, c'est l'inverse, c'est-à-dire les chiffres d'affaires ou les ventes de l'entreprise augmentent, c'est vrai, mais elles augmentent moins vite que celles du concurrent, c'est-à-dire les ventes, l'augmentation de ventes de concurrents est plus importante que la nôtre, c'est-à-dire pour l'entreprise. La même chose ici pour la diminution. S'il y a diminution de part de marché, ce qui est grave pour l'entreprise, c'est-à-dire si je trouve une diminution de part de marché, cela signifie que l'entreprise est en train de perdre une partie de ses clients, une partie du marché, et ce qui peut affecter même son activité, surtout à long terme. Si chaque année mes ventes diminuent, donc après 3-4 ans, normalement, on va pas trouver de clients, les ventes vont diminuer. Dans ces cas, on peut même disparaître du marché. Si la part de marché, je reviens, si la part de marché diminue, dans ces cas, ou bien les ventes de l'entreprise diminuent, alors que pour le secteur, il y a toujours augmentation, ou bien si les deux diminuent, normalement, les ventes de l'entreprise diminuent plus vite que celle de l'entreprise. On peut prendre ici une application chiffrée pour comprendre mieux les données et surtout ces deux formules. Je rappelle, ces deux formules, c'est la formule de part de marché et la formule de taux de croissance. Je vous lis l'application. Le directeur d'une entreprise désire connaître sa place ou sa position par rapport à ses concurrents. Pour ce faire, il vous communique les informations suivantes. Les informations suivantes ici sont données pour 3 années. L'année 2017, 2018 et 2019. Bien sûr, pour calculer, on a vu la part de marché. On a besoin de quoi? On a besoin de vente de l'entreprise et vente du secteur. Pour faire les rapports entre les deux, bien sûr. On vous donne, par exemple, vente de 2017, 100. On va ici, pour simplifier les choses, on va prendre 100 millions. Les chiffres sont donnés en milliers de dinars, c'est-à-dire 100 pour l'année 2017. 121 pour 2018 et 144 pour l'année 2019. Comme vous voyez ici, il y a augmentation de vente de l'entreprise. 100, je répète, 100, 121 et 144. On vous donne aussi les ventes du concurrent, c'est-à-dire les autres entreprises, autres que l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise ici est exclue.
900 pour l'année 2017, 979 pour l'année 2018 et 1056 pour l'année 2019. La même chose ici, les ventes de concurrents sont en augmentation. Bien sûr, pour calculer la part de marché, on a dit il nous faut le vente de l'entreprise, c'est pris, c'est calculé, c'est donné directement. On a besoin aussi de vente de secteur. Bon, ici, on est obligé de calculer les ventes de secteur. À quoi est égal les ventes de secteur? Ils sont égales aux ventes de l'entreprise plus ventes de concurrents. Si parfois, par exemple, dans des exercices ou dans l'examen, on vous donne les ventes de concurrents, dans ces cas, il faut faire attention. C'est-à-dire, il faut faire la somme, il faut déterminer les ventes des secteurs, qui est égal, comme on a dit, vente de l'entreprise sur vente de concurrents. Bon, si je fais la somme de ces deux montants, je trouve pour l'année 2017, je répète, 100 plus 900 égale 1000. 1 milliard, c'est-à-dire. Pour l'année 2018, 121 plus 979 égale 1100. 1 milliard 100 millions. Pour l'année 2019, 144 plus 1056, 1 milliard 56, égale à 1 milliard 200. J'utilise ces deux éléments pour déterminer la part de marché. Je divise donc les ventes de l'entreprise. Chiffres, bon, ici, ils sont donnés en montant, donc on parle de chiffre d'affaires, donc, égale 100 divisé par 1000 égale 10% pour la première année, c'est-à-dire 2017. 121 divisé par 110 000 égale 11%. Pour l'année 2019, 144 divisé par toujours les chiffres d'affaires du secteur égale 144 divisé par 1200 égale 12%. Comme vous voyez ici, bon, ce je résume, je trouvais une part de marché pour la première année 10%, pour la deuxième 11%, pour la troisième 12%. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la part de marché augmente d'une année à une autre, puisqu'on a passé de 10 à 11 à 12. La part de marché augmente, d'abord c'est une situation favorable pour l'entreprise, puisque l'entreprise elle est en train de gagner le marché, c'est-à-dire gagner plus de clients, ses ventes augmentent, mais augmentent aussi plus vite que celle du secteur. C'est-à-dire, part de marché augmente, donc les ventes de l'entreprise, puisque les deux augmentent, les ventes de l'entreprise augmentent plus vite que celles de secteur. On a dit que c'est une bonne situation, c'est une situation commerciale très favorable. Bon, comme on a dit, les chiffres d'affaires de l'entreprise augmentent plus vite que celui de concurrents. Cela explique l'augmentation de la part de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va expliquer un peu. Qu'est-ce que ça veut dire les ventes de l'entreprise augmentent plus vite? Pour justifier ça, on peut déterminer le taux de croissance. On a dit que c'est un indicateur de l'étude de concurrence au début. Le taux de croissance, on peut le calculer ici pour 2 années. 2018 par rapport à 2017 et 2019 par rapport à 2018. Pour l'année 2018, normalement j'ai fait 121 moins 100, je trouve 21, divisé par 100, c'est des chiffres d'affaires 2017, je trouve 0,21, on dit soit 21%. C'est-à-dire, les chiffres d'affaires de l'entreprise a augmenté de 21% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2017. La même chose, je fais le même calcul pour l'année 2017, j'ai trouvé 19%, donc 21 et 19. Si je calcule le taux de variation pour les concurrents, je trouve pour la première année, c'est-à-dire 2018 par rapport à 2017, 979, c'est le chiffre d'affaires de concurrents de l'année 2018, moins chiffre d'affaires de l'année 2017, c'est-à-dire 900,
divisé par 900, je trouve 8,7%. C'est le taux de croissance ou taux de variation de chiffre d'affaires du concurrent. La même chose pour l'année qui suit, c'est-à-dire l'année 2019. Après calcul fait, je trouvais 7,8%. Si je compare ces deux taux, on trouve que le taux de croissance de l'entreprise est plus élevé que celui du secteur. Et cela explique bien, comme on a dit, l'augmentation de la part de marché. Comme ça, je terminais avec l'étude de la concurrence. On va passer maintenant à l'étude de consommateur. Pour l'étude de consommateur, comme on a dit, notre objectif c'est le consommateur. On va produire pour qui? On va produire pour le consommateur. C'est notre objectif. On dit aussi notre cible. C'est pourquoi qu'il faut bien étudier ses besoins et ses attentes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend le consommateur. Et en fonction de ce besoin et ses attentes, on va lui proposer un produit qui permet de satisfaire ce besoin à un prix raisonnable, prix compétitif, c'est-à-dire qui n'est pas cher, et à l'endroit où il veut, sans oublier bien sûr la bonne communication avec ce consommateur. Ici, on a parlé de 4 politiques, c'est-à-dire les 4 politiques de l'action commerciale, à savoir qu'on va le voir par la suite dans notre deuxième section provocation de vente. C'est la politique de produit, politique de prix, politique de communication et la politique de distribution. On reprend notre séance d'aujourd'hui. On va passer à la deuxième section de ce chapitre, la gestion commerciale. La deuxième section, c'est la section provocation de vente. Il faut d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire, provocation. Le verbe, c'est, on va l'expliquer. Le verbe, c'est provoquer. Provoquer, c'est quoi? C'est-à-dire pousser quelqu'un à faire une réaction. La question que se pose ici, qui on va provoquer? On va provoquer qui? La réponse, bien sûr, c'est le consommateur. On va provoquer le consommateur. Mais quel consommateur qu'on va le provoquer? Est-ce qu'on peut, la question aussi qui se pose, est-ce qu'on peut toucher tous les consommateurs? Bien sûr, c'est non. C'est pourquoi que l'entreprise doit définir avec exactitude le consommateur auquel elle va s'adresser. Pourquoi? Parce que ici, normalement, les consommateurs sont très nombreux, leurs besoins sont très différents. Aussi, le nombre, c'est-à-dire le nombre de consommateurs, c'est illimité. Dans ces cas, donc l'entreprise, comme on a dit, elle ne peut pas toucher tous ses consommateurs. C'est pourquoi que le premier travail à faire à ce niveau-là, c'est fixer notre consommateur, à qui on va produire, notre but, c'est-à-dire, ce qu'on appelle en marketing la cible. La cible, c'est-à-dire notre but, quel est le consommateur qui nous intéresse, à qui on va produire. Pour fixer notre cible, notre but, on va faire un travail ici qui s'appelle la segmentation, c'est-à-dire il faut segmenter le marché. Qu'est-ce que ça veut dire segmentation de marché et quel est son objectif? Donc on va essayer de répondre à ces deux questions. On va commencer par la segmentation du marché. Segmenter un marché, c'est normalement le diviser. On va découper le marché en groupe de consommateurs homogènes. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? C'est-à-dire ayant le même comportement, ayant le même habitude d'achat, ayant le même pouvoir d'achat, par exemple, ayant le même âge, etc., etc. Pour l'objectif de la segmentation, c'est quoi? Normalement, l'objectif unique, le seul objectif, c'est-à-dire, c'est choisir la cible. La cible, c'est quoi? Comme on a dit au début, la cible, par cible, on vise l'ensemble de consommateurs potentiels et qu'on cherche qu'ils deviennent des clients effectifs pour l'entreprise, c'est-à-dire qui vont acheter un jour notre produit, c'est-à-dire les clients
qu'on essaye de l'attirer un jour donné. Bon, je peux vous donner ici un petit exemple concernant la segmentation. On va prendre le cas, par exemple, de M. Rami, qui est un jeune investisseur qui projette la création de son propre entreprise, son projet, c'est-à-dire son propre projet, et il veut fabriquer, par exemple, un produit de textile, de prêt-à-porter, c'est le survêtement. Bien sûr, pour ce produit, survêtement, elle concerne la majorité des individus, donc c'est-à-dire presque tous les gens achètent ce produit. Ce qui est ce qui est presque, on a dit, Monsieur Rami, c'est un jeune investisseur, c'est un débutant dans le domaine, donc normalement, elle ne peut pas fabriquer ce produit pour tout le monde. C'est pourquoi il doit procéder, pour M. Rami, il doit procéder à une segmentation de marché pour fixer son cible, c'est-à-dire pour fixer un cible bien déterminé, à qui il va produire, puisqu'on a dit c'est un jeune investisseur, c'est un débutant, il n'a pas les moyens nécessaires, il n'a pas les capitaux suffisants pour fabriquer ces produits pour tout le monde. Bon, on a dit, il doit d'abord segmenter les marchés pour fixer un cible bien déterminé. Pour la segmentation, d'abord, il doit choisir des critères de segmentation, c'est-à-dire sur quelle base il va diviser ce marché. Bon, les critères ici, il y a plusieurs critères, les critères sont multiples. Il y a les critères démographiques, c'est-à-dire on peut diviser le marché selon l'âge, par exemple sexe, féminin, masculin, homme, femme. Et critères géographiques par région, et région par exemple urbain ou rural. Critères économiques, niveau de vie, mode de vie, pouvoir d'achat, etc., etc. Bon, si vous aurez par exemple un exercice dans le devoir qui traite cette partie, c'est-à-dire les segmentations, les questions qui peuvent être posées dans ces cas, on vous donne ici un marché total qui comporte un certain nombre d'individus et on vous demande de calculer le pourcentage par catégorie de consommateurs. Ici, la réponse est simple, je prends le nombre de chaque catégorie. Si on a par exemple homme, femme, je prends le nombre d'hommes et je le divise par rapport au nombre total d'individus concernés par cette segmentation. La même chose pour les femmes, je divise le nombre de femmes sur le total. Si par exemple on a réparti l'homme moins 30 ans, homme plus 30 ans, la même chose, je prends chaque catégorie ou sous-catégorie ici et je le divise par le nombre total. On peut vous poser la question aussi, quelle est la catégorie la plus intéressante, c'est-à-dire quelle est la cible qui nous intéresse, à qui on va s'adresser. Bien sûr, on va choisir la cible qui comporte le plus grand nombre de consommateurs, c'est-à-dire avoir plus de chances de réussir sur le marché. Et une autre question qui peut être posée ici, c'est quels sont les critères utilisés. Ici, si on a pris par exemple pour ce survêtement, on a pris deux régions, par exemple région Médine, Tataouine. Ici les critères c'est géographique, c'est-à-dire par région. Si on a pris homme-femme, homme moins 30 plus 30, femme moins 30 plus 30, ça c'est un critère démographique. Bien sûr on peut se baser sur d'autres critères. Une fois on a fixé notre cible, on doit maintenant agir sur le marché. Comment agir sur le marché et quels sont les moyens qu'on va utiliser pour agir sur le marché? Comme on a dit au début, il y a 4 moyens d'action sur lesquels on peut se baser, qu'on appelle en marketing 4P, 4 politiques, produits, prix, communication, c'est promotion, et distribution, c'est la place. Mais en anglais ici, les termes sont traduits en français. On va commencer par la première politique, c'est la politique du produit.
Bon, on peut définir un produit, c'est quoi? Un produit, c'est, comme vous le connaissez, c'est un bien ou service destiné à satisfaire un besoin de consommateur. Bien sûr, pour chaque entreprise cherche à ce que son produit doit être de bonne qualité pour améliorer son image, pour avoir une bonne image sur le marché. Bien sûr, un produit de bonne qualité doit avoir de bonnes caractéristiques. Un nom, une marque bien choisie, des emballages de garantie associés à ces produits, c'est-à-dire on va associer des éléments plus meilleurs que les autres, que nos concurrents, bien sûr. Bon, pour le choix pour fixer cette politique de produits, le choix de cette politique dépend surtout, normalement, de la phase de cycle de vie ou les phases avec lesquelles le produit se passe. Généralement, le produit passe par 4 phases. On a la phase de lancement, c'est la première phase, bien sûr. La deuxième phase, c'est la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Ici, on peut le comparer même à un être humain qui passe, par exemple, par ces phases. Phase de naissance, puis jeunesse, puis il devient adulte, puis il devient vieux, puis il meurt. Pour assimiler ces 4 phases, normalement, on va vous donner les caractéristiques de chaque phase. C'est-à-dire chaque phase se caractérise par quoi et qu'est-ce qu'il faut faire comme gestionnaire. On est des gestionnaires. Qu'est-ce qu'on va faire dans chaque phase, c'est-à-dire les actions nécessaires, le comportement de gestionnaire face à chacune de ces 4 phases. On va commencer par la première phase. C'est la phase de lancement. Cette phase est caractérisée, bien sûr, le produit, c'est nouveau sur le marché. Il n'est pas encore connu, produit peu connu. Puisque le produit est peu connu sur le marché, automatiquement les ventes seront faibles. Aussi, le coût, ça sera très important. Ou puisque le coût, ça sera très important, bien sûr, le bénéfice sera faible. Voire même parfois on peut réaliser de pertes, c'est-à-dire on va réaliser des résultats négatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette phase, la phase de lancement? Comme on a dit, c'est une phase très difficile, le produit peu connu, vente faible, bénéfices faibles, etc. Dans ces cas, pour faire connaître d'abord notre produit, il faut engager plus de publicité pour faire connaître notre produit. Et surtout, on peut se baser aussi sur une bonne politique de distribution. C'est-à-dire qu'il faut faire arriver le produit au consommateur de la manière convenable. Ça c'est pour la première phase, c'est-à-dire la phase de lancement. Pour la deuxième phase de croissance, ici les caractéristiques sont les suivantes. Il y a élargissement du marché, c'est-à-dire les ventes commencent à croître, à augmenter. Le produit devient connu. Les bénéfices aussi augmentent un peu avec diminution du coût. Puisque, ici, on peut même se baser sur l'économie d'échelle, puisqu'il y a augmentation de production, augmentation de l'activité. Les coûts fixes vont diminuer, donc par conséquent, le coût de revient va diminuer. Pour les actions, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, dans cette phase? Il faut accélérer cette phase. Il faut augmenter d'abord la production, puisqu'il y a élargissement de marché, la demande va augmenter, donc il faut par conséquent augmenter la production, améliorer la distribution et poursuivre l'effort de publicité. C'est-à-dire, on va continuer dans la politique de communication. La troisième phase du cycle de vie du produit, c'est la phase maturité. Normalement, c'est la bonne phase, puisqu'il y a augmentation, c'est pas augmentation, mais on est arrivé aux ventes top de vente, c'est-à-dire vente maximum. Les ventes
commence à stagner, vente on a dit au maximum. Bien sûr, si on arrive à augmenter nos ventes, le bénéfice va augmenter aussi. Bénéfice, augmentation du bénéfice. Augmentation du bénéfice. Le coût va diminuer par conséquent. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette phase? Bon, on va essayer, puisque c'est la bonne phase, on va essayer de l'allonger le maximum possible pour en tirer le maximum de profit de notre produit. On va l'allonger. Pour allonger cette phase, on peut par exemple modifier un peu, faire des modifications. C'est-à-dire si on a passé aux actions nécessaires, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette phase? Il faut faire des modifications, des innovations sur le produit pour allonger, on a dit, sur cette phase. On peut diminuer un peu le prix ici, puisque la concurrence devient très très forte. Donc on peut diminuer le produit, c'est le prix pour attirer plus de consommateurs, pour augmenter les ventes. Et finalement, la quatrième phase, c'est la phase déclin. Dans cette phase, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, les ventes commencent à diminuer. Il y a diminution de vente. Aussi diminution du client. Le produit se trouve dépassé. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, on va penser à un autre produit qui va remplacer notre ancien produit, donc un nouveau produit pour le lancer dès le début. On a dit on va chercher un autre produit de remplacement. Si on a un stock qu'on veut les coller, on peut faire par exemple des promotions de publicité. Dans l'examen ou le devoir, les questions qui peuvent être posées dans cette partie, c'est-à-dire la politique de produit, surtout on peut vous poser la question dans quelle phase de cycle de vie le produit se trouve. Ici il faut se référer aux données. Les données, généralement, ce sont les chiffres d'affaires de plusieurs années ou en courbe d'évolution du chiffre d'affaires. Dans ces cas, il faut faire attention. Surtout, il faut se concentrer sur le chiffre d'affaires de la dernière année. Si on a, par exemple, le chiffre d'affaires, si je reviens même à la première application, je prends le vent de l'entreprise, il y a 100, 121, 144. Ici, je vois, pour l'année 2019, le chiffre d'affaires c'est 144 000. Je vois l'année 2018 qui est inférieure à ce chiffre d'affaires. La même chose pour l'année 2017. Quelle est la phase ici? C'est clair, c'est la phase de croissance, puisque le chiffre d'affaires est en train d'augmenter rapidement. Si je trouve par exemple l'année 2018 et 2019 presque égaux, dans ces cas, on est arrivé au top, les ventes commencent à stagner. Dans ces cas, c'est la phase de maturité. Si je trouve pour l'année 2019 un chiffre d'affaires inférieur à celui de 2018, dans ces cas, on se trouve dans la phase de déclin. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi notre séance. Bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah.